que vous allez bien. Alors je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, ce sera un update lecture. Alors d'habitude mes updates lecture je les fais en fin de mois, donc sous format de bilan mensuel où je vous présente à la chaîne tous les livres que j'ai lus pendant le mois. Sauf qu'ici j'ai posté un sondage sur Instagram où je vous demandais si vous préférez ce format là, donc de bilan mensuel, ou si vous préféreriez des vidéos plus régulières avec moins de livres. Et vous avez été une majorité à me dire que vous préférez des vidéos plus régulières avec moins de livres. Donc c'est ce que je vais essayer de faire. C'est pas pour ça que les vidéos seront plus courtes, c'est juste que du coup je pourrais m'attarder un peu plus sur les livres que je vous présente. Et c'est vrai qu'il y aurait moins d'informations pour vous à assimiler. Alors je vous propose de commencer tout de suite avec le premier livre. Et il s'agit de La vie inachevée d'Addison Stone, écrit par Adele Griffin. Dans ce livre on va suivre une jeune fille qui s'appelle Addison Stone. Elle a 18 ans et elle a un talent inné pour l'art. Donc depuis qu'elle est toute petite elle dessine, elle s'est ensuite mise à la peinture et elle a tellement un énorme talent qu'elle a réussi à partir à New York pour se faire exposer. Donc elle est rentrée dans une agence, enfin elle a rencontré une personne qui est devenue son agent et qui l'aide à exposer ses œuvres, et elle est devenue très très célèbre dans le milieu parce qu'elle a vraiment un talent incroyable pour peindre. Un jour, Addison Stone est retrouvée morte en bas d'un pont, et donc on se demande si c'est un suicide ou si c'est un accident, parce qu'en fait si elle était sur ce pont c'était tout simplement pour graffer une de ses œuvres sur le côté du pont. On ne sait pas vraiment ce qui s'est passé. Donc au fur et à mesure de notre lecture, on va en apprendre plus sur elle, sur sa vie, sur ses états d'âme, et on va se rendre compte que tout n'était pas forcément tout rose dans sa vie, et que elle avait de grandes difficultés psychologiques. J'ai beaucoup aimé le format du livre en fait, parce qu'on a l'impression que l'autrice a rencontré les proches et moins proches de Addison Stone, les a interviewés et a mis tout ça dans son livre pour en faire une biographie de cette jeune fille. Donc le livre est clairement sous forme d'interview, on a des passages comme ça avec telle ou telle personne qui raconte certains événements de la vie d'Addison Stone, donc c'est pas forcément très linéaire. Donc on n'a pas du début jusqu'à la fin, on a un peu des événements comme ci, comme ça, mais finalement tout se regroupe, tout paraît très logique. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit la vie de cette jeune fille, mais d'un point de vue autre que le sien, un point de vue externe. Donc on voit comment les personnages ressentaient et vivaient le fait d'être avec elle, de la côtoyer, comment est-ce qu'ils la percevaient malgré peut-être le masque qu'elle se donnait en public, etc. Comment est-ce qu'ils percevaient aussi les problèmes psychologiques qu'elle pouvait avoir. Et c'est plutôt intéressant. Voilà, c'est plutôt amusant de voir que pour une même situation, des personnes vont le voir différemment et du coup on ne sait pas trop. On brasse un peu le chaud et le froid et on sait pas trop qui elle était finalement. On a l'impression de la connaître sans vraiment la connaître. C'est peut-être aussi ce qui m'a manqué dans le livre, le fait que on voit ça d'un œil externe mais qu'on ne plonge pas vraiment dans son univers et dans son histoire et dans ses problèmes, et que on voit ça d'un œil très externe. Après clairement c'était le parti pris du livre, mais c'est vrai que ça m'a manqué parce que j'ai pas ressenti énormément d'émotions dans le livre. J'ai pas été forcément triste par rapport à la mort d'Addison, j'ai pas forcément été triste quand elle vit des choses dures comme une rupture ou autre. Voilà, je me suis attachée. Mais comme je vous dis, tout ça reste très linéaire et très superficiel en fait. Ce livre, je trouve qu'il n'allait pas assez en profondeur, et je pense vraiment que c'est à cause du manque d'émotion et du manque d'attachement au personnage, on va dire. Et voilà, c'est le gros point qui me manquait dans le livre, c'est vraiment l'émotion. Après, dans un sens, même si j'ai pas ressenti énormément d'émotion et que ma lecture n'a pas été transcendante, c'était pas une mauvaise lecture en soi, le livre est quand même chouette à lire, ça passe le temps, le format est agréable et ludique. Donc voilà, c'était une très bonne lecture, mais il m'a manqué quand même quelques petites choses pour que ce soit une lecture incroyable. Donc en gros, je vous le conseille si vous aimez un peu, si vous aimez ce genre de livre où on voit la vie d'une personne par les yeux d'autres personnages, mais voilà, ne vous attendez pas non plus à un livre exceptionnel qui vous fera pleurer, non pas du tout. Voilà, c'est une lecture agréable mais sans plus. Je vous présente maintenant un livre que j'ai lu en papier, et il s'agit du fameux La Maison des Oubliés de Peter James. Donc je vous l'ai déjà présenté plusieurs fois, et à chaque fois je vous expliquais que ça avait l'air de faire peur, blablabla, que j'étais une flippette, bref on va pas revenir là-dessus. Mais voilà, c'est fait, je l'ai lu. Alors je l'ai lu en lecture commune, donc oui clairement c'était une tactique de ma part pour être avec quelqu'un en train de le lire et éviter d'avoir peur, clairement, on va pas se le cacher. Et maintenant je vais pouvoir vous en parler.
Alors, dans ma dernière vidéo, donc dans ma liste, dans ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge, je voudrais vous expliquer un peu de quoi ça parlait et comme une débile, je me suis trompée en disant que Holly Harcourt était une maman. En fait, pas du tout, c'est un papa. Mais bon, en même temps, Holly, ça pourrait être très bien un prénom de fille pour ma défense. Donc on va suivre l'histoire de Holly Harcourt qui est un papa d'une quarantaine d'années et qui aime beaucoup l'aventure et se donner des défis. Et en fait, tout va bien dans sa vie. Donc il a une femme, une fille de Jade, elle s'appelle Jade, elle a une douzaine d'années. Tout va très bien et puis un jour, il décide comme ça d'acheter une maison, la maison de Coles Hill, une maison qui est à la campagne, une très très grande maison, un manoir presque, avec énormément de travaux. Il décide de plonger dans cette aventure et donc de l'acheter à un prix très très bas et de faire lui-même les travaux en se disant une fois qu'elle sera faite, cette maison sera super belle et c'est un peu le but de sa vie et le projet de sa vie, on va dire. Alors sa femme se laisse entraîner, malgré elle peut-être. Quoi qu'il en soit, ils arrivent donc à Coles Hill et ben voilà, ils commencent à faire leur petite vie, les travaux battent leur plein, voilà, Jade elle s'habitue plutôt bien à la nouvelle vie. Après faut dire que la maison est quand même plutôt belle, il y a genre 25 chambres, 35 salles de bain, un énorme lac, bon j'exagère mais vous voyez c'est vraiment une très grande maison. Très spacieuse à la campagne avec un lac, des canards. Dès leur arrivée, il se passe des choses assez étranges. Ils voient un peu des formes ou des formes humaines comme ça qui se baladent dans la maison mais ils savent pas trop quoi. Et puis ils sont un peu très terre à terre donc du coup ils réfléchissent pas et ils ne se laissent pas perturber par ce qu'ils voient. Jusqu'au jour où ça devient un peu plus embêtant. Parce qu'ils commencent vraiment à avoir des choses physiques cette fois. Pas que des apparitions. Une grand-mère qui arrive et qui vient derrière Jade pendant qu'elle est au téléphone, elle se retourne, elle n'est pas là. Ou alors les murs qui pleurent, on va dire, un lit qui tourne pendant la nuit à 180 degrés alors qu'il est fixé au sol. Forcément, il commence à avoir peur. Et voilà, je vais pas vous en dire plus. La première partie, je dirais les 50-100 premières pages, j'ai vraiment flippé. J'ai vraiment flippé parce que on était clairement directement, dès les premières pages, on est dedans. On sait que la maison est hantée. Il y a des apparitions, la grand-mère, elle a pas l'air super sympa. Elle apparaît derrière comme ça. Voilà, déjà rien que d'en parler, là, je suis flippée. J'ose même pas me retourner, on sait jamais. Mais voilà, la première partie, franchement, très bonne première partie. On avait ce qu'on voulait, c'est-à-dire un roman d'horreur qui faisait peur. Plus j'avançais dans ma lecture, moins cet aspect horrifique était présent. Il y a même des moments où j'ai trouvé ça un peu ridicule. Il y a un certain moment où le fantôme commence à envoyer des messages, que ce soit sur l'ordi ou sur le téléphone. C'était vachement risible. Par exemple, je sais pas, il envoie un truc du style... je vous donne un exemple, c'est pas vraiment un spoil, mais jamais vous ne quitterez ma maison. Ouais... En fait, il y a eu tout un moment où vraiment ça faisait peur parce que on ne savait pas trop à quoi s'attendre. On voyait des personnes apparaître. Il y avait des petits moments un peu flippants, des petites apparitions, des petits trucs comme ça. Et puis, je sais pas pourquoi, à partir du moment où le fantôme a commencé à utiliser les moyens de communication pour communiquer avec Holly et sa famille, ça m'a complètement cassée dans l'horreur et j'ai plus du tout accroché. Si j'ai continué à accrocher au livre, j'étais vraiment très prise dans l'histoire, c'est assez addictif et on a envie de savoir ce qui se passe. Mais tout le côté horrifique, très flippant, pour moi il n'existait plus. Donc c'est vraiment ce côté-là que j'ai trouvé un peu ridicule. Après, donc comme je vous dis, ça m'a redescendu dans le côté horrifique. Mais ça n'a pas du tout gâché ma lecture parce que je trouve quand même que Peter James a une écriture assez addictive et très page-turner. On a envie de savoir la suite en fait. Donc voilà, petite déception par rapport à ce côté très horrifique que je voulais et que je n'ai pas eu. Et alors la fin, elle m'a laissé totalement perplexe. J'ai pas tout compris. Je vais pas trop vous en dire pour pas vous spoiler, mais vraiment la fin... Il y a des trucs que j'ai pas compris comment c'était arrivé. Voilà. Je suis restée, j'étais là... Ah ouais ? Mais non, comment c'est possible? Et j'ai même dû revenir en arrière pour relire certains passages en me disant j'ai manqué quelque chose, j'ai manqué des informations. Mais non. Donc voilà, je l'ai trouvé très rapide et très facile aussi. Je m'attendais à quelque chose d'autre et finalement c'était clairement prévisible. Voilà, un peu déçue pour la fin, pour le manque d'exploitation par rapport aux fantômes et l'aspect horrifique qui a très vite disparu. Pourtant ma lecture commençait vraiment très bien. Je vous le conseille quand même. Après je pense que si vous êtes une personne habituée aux romans horrifiques en fantômes, maison
maisons hantées, etc. Je pense vraiment que vous trouverez pas votre compte parce que moi, autant je suis pas habituée du tout et je suis, comme je vous le répète tout le temps, je suis une flippette. Donc vraiment, ça m'a fait flipper au début, mais il y a quand même pas mal de clichés, je trouve, qu'on retrouve justement dans les livres ou dans les films ou autres qui parlent de maisons hantées. Comme je vous dis, l'aspect horrifique ne dure pas très longtemps, donc vraiment si vous êtes un habitué du genre et si vous cherchez vraiment le grand frisson, je vous le conseille pas. Prenez-le plutôt comme un thriller paranormal qui fait pas trop peur. Je passe maintenant à mon deuxième livre, Liseuse, et il s'agit de Mystic City, le tome 1, écrit par Théo Lorentz. Alors dans ce livre, on va suivre l'histoire de Aria, qui est aussi une jeune fille, je sais plus exactement quel âge, une vingtaine d'années je pense. Et en fait Aria, elle se réveille un jour et elle a perdu la mémoire. Il y a vraiment toute une période de sa vie où elle ne se rappelle de rien. Et ce serait dû au fait que elle est tombée dans le coma suite à une prise d'une drogue, le stick, qui l'aurait fait du coup tomber dans le coma et perdre la mémoire. Alors elle se réveille un peu perdue, forcément, on peut bien se douter, et là ses parents lui apprennent que elle est promise à un certain Thomas, et en fait Thomas n'est pas n'importe qui, c'est le fils de la maison ennemie à celle d'Aria. Et en fait, apparemment, ils sont super amoureux, ils ont vécu une histoire d'amour cachée, ils ont décidé de se révéler, et du coup, là, maintenant, les parents ont accepté, même si ils sont censés être ennemis, et ils vont se marier. Sauf que Aria, en voyant Thomas, elle sait pas, elle ressent quelque chose, elle ne ressent rien, en fait, justement, c'est ça le problème, c'est qu'elle ressent pas d'amour. Après, du coup, elle met ça sur le compte de sa perte de mémoire, mais en même temps, c'est quand même assez bizarre, parce que il y a quelque chose qui cloche, voilà, elle sait pas quoi, mais il y a quelque chose qui cloche. Mais elle se rend vite compte que l'union qu'elle pourrait avoir avec Thomas, ça permettrait énormément de choses positives, c'est-à-dire de réunir les deux familles qui se détestent, du coup de permettre de combattre plus facilement les gens qu'on appelle mystiques et qui vivent dans les bas-fonds. Et en fait, ces mystiques, c'est un peu une sorte de X-Men, on va dire. Ils ont des pouvoirs magiques, enfin pas des pouvoirs magiques, mais ils ont des pouvoirs. Ils sont très dangereux, parce que du coup plus puissants que des humains normaux. Mais ils vivent dans les bas-fonds, et en fait c'est un peu la plèbe, on va dire. Aria, elle vit dans les hautes sphères, et du coup les gens qui habitent dans les hautes sphères veulent se débarrasser des mystiques parce qu'ils sont différents, enfin voilà, la peur de la différence, on connaît. Son alliance, enfin son union avec Thomas permettrait donc de réunir les deux familles et de potentiellement pouvoir plus vite combattre les mystiques. Aria, elle ne se souvient de rien, et donc elle est assez perturbée parce que elle a envie de croire à son amour avec Thomas, mais en même temps elle a l'impression de tomber dans un traquenard, et elle décide de partir dans les bas-fonds parce que apparemment ce serait là que Thomas et elle se rencontreraient. Donc elle décide de partir dans les bas-fonds, seule, sans prévenir personne, en espérant peut-être retrouver des endroits où elle a été avec Thomas et qui lui permettraient de retrouver la mémoire. Sauf que dans les bas-fonds, elle va faire la rencontre d'un jeune homme, un mystique rebelle, qui va complètement bouleverser sa vie. Et j'ai vraiment beaucoup aimé, surtout, en fait c'est de la dystopie, et moi la dystopie c'est un peu mon genre de littérature favori. Tous les éléments étaient réunis pour que je passe un très bon moment, c'est-à-dire un monde dystopique, une romance, des complots, du mystère, un peu de magie avec les mutants, une rébellion. Tout ça c'est vraiment les éléments que je préfère dans un livre, et ils étaient tous là. J'ai trouvé que l'univers était quand même assez sombre parce que on parle quand même de drogue qui tourne, il y a une fille qui fait une overdose, on parle de perte de mémoire, de complot, les parents ce sont des mafieux, carrément ils ont pas peur de tuer les gens. C'est plutôt assez sombre, assez glauque. Le seul petit bémol c'est peut-être l'histoire d'amour que j'ai trouvé un peu trop gnangnan. Donc je vous le conseille si vous aimez la dystopie. Après encore une fois, ne vous attendez pas à quelque chose de très original et de novateur à crever, pas du tout. C'est une dystopie très classique avec tous les éléments qu'on aime dans la dystopie, mais voilà, c'est ça qui est bien justement, et puis ça se lit super vite, c'est hyper addictif. Le seul petit bémol, je suis très triste parce qu'il y a un tome 2, il n'a jamais été traduit, et je pense pas qu'il sera traduit parce qu'il est déjà sorti depuis quelques temps. Donc voilà, peut-être qu'un jour je le lirai en anglais si je me chauffe, mais pour le moment je connaîtrai pas la suite. Je vais vous présenter maintenant un nouveau livre que j'ai lu en papier. Il s'agit du Hobbit par Tolkien, ici dans l'édition Le Livre de Poche. Je trouve que la couverture est sublime. Bon, il y a juste nouvelle traduction là que j'arrive pas à enlever parce que j'ai pas envie d'abîmer la couverture, mais en fait je me suis lancée dans le Hobbit pour plusieurs raisons, parce que déjà j'avais très envie de le lire, je n'avais pas du tout aimé les films en fait, et du coup je voulais voir un peu ce que ça a donné le roman. Et la deuxième raison c'était parce que j'aimerais bien me lancer dans le Seigneur des Anneaux, et comme je l'avais déjà testé une fois, je n'avais pas du tout accroché, j'avais beaucoup de mal à rentrer à cause des descriptions, à rentrer dans l'histoire à cause des descriptions très longue. Je me suis dit que j'allais commencer avec le Hobbit, que je savais plus facilement lisible, car écrit pour les plus
pour les plus jeunes. Donc voilà, et ça n'a pas manqué, maintenant j'ai vraiment envie de lire Le Seigneur des Anneaux. Je pense pas qu'il soit très nécessaire pour moi de vous expliquer de quoi ça parle, mais en 2-3 mots, on va suivre Bilbo. Bilbo qui est un hobbit qui habite dans la comté, et lui il aime bien rester chez lui, tranquille, peinard, les pieds sur la table, à manger et à fumer la pipe, jusqu'au jour où en fait il va se retrouver embarqué dans une aventure avec 13 nains et Gandalf. Et en fait, il va devoir partir avec ses 13 nains pour récupérer le trésor des nains perdu et combattre Smaug, le dragon. Je n'ai pas du tout aimé les films. Autant le... Si, je vais pas faire ma mauvaise langue. Le premier, j'ai bien aimé. Le deuxième, bof bof. Le troisième, on va même pas en parler. Alors oui, il y a des passages très épiques, les musiques sont géniales, il y a des personnages, on les retrouve, c'est trop cool, genre Legolas ou Galadriel ou autre, mais en fait, ils sont pas du tout dans le livre. Quoi qu'il en soit, j'ai vraiment beaucoup plus aimé le livre que les films, que j'ai trouvé beaucoup plus authentique et beaucoup plus réaliste que ce qui se passe dans les films. On se comprend, évidemment, c'est pas réaliste, mais voilà, j'ai trouvé beaucoup plus simple et plus cool que les livres, que les films. Les personnages sont juste super drôles, vraiment, ils m'ont tous... Ils m'ont énervé beaucoup de fois, parce qu'ils sont assez têtus et assez... Enfin, surtout certains nains, ils sont assez imbus d'eux-mêmes, mais qu'est-ce qu'ils sont drôles. En fait, ce qui était dingue, c'est que j'ai vraiment eu l'impression d'être avec eux dans l'aventure et de vivre ce qu'ils vivaient, et ça m'arrive très rarement, mais là, je me suis vraiment projetée, et j'avais vraiment l'impression d'être avec eux en aventure, de vivre ce qu'ils vivaient, et limite de sentir les odeurs, tellement les descriptions étaient dingues et tellement bien faites. Franchement, je vous le conseille. Si vous avez envie de lire du Tolkien, et que vous avez peur de vous lancer dans Le Seigneur des Anneaux parce que ce sont des grosses briques et parce que un peu trop compliqué, je vous conseille cette alternative parce que ça vous fait rentrer dans l'univers et d'une façon assez simple et assez enfantine. Je vais vous présenter du coup le dernier livre que j'ai lu sur ma liseuse et avant-dernier livre de cette update lecture. Il s'agit de Fièvre Noire, les chroniques de Mac-Lane, j'arrive jamais à le dire, écrit par Karen Marie Monin. Voilà, c'est le tome 1. Je crois qu'il y a 5 livres en tout. C'est de la bitlit, clairement, et quelle découverte, quelle claque, j'ai adoré. Vraiment, c'est vraiment mon coup de cœur de ces 6 livres, je pense. On va suivre l'histoire de Mac-Lane, je vais l'appeler Mac. On va suivre l'histoire de Mac, qui est une jeune fille de 22 ans, et en fait, elle a une vie, tout ce qu'il y a de plus normal. Elle a des parents aimants, une grande sœur, Alina, très chouette, voilà, elle vit sa vie de petite américaine, tranquillou bilou. Et puis, en fait, sa sœur, elle part en Erasmus à Dublin. Et jusqu'au jour où, en fait, Mac reçoit un appel assez triste parce qu'elle apprend que sa sœur a été assassinée. C'est tout le monde de Mac qui s'effondre parce que voilà, c'est sa sœur, elle l'aime, mais voilà, sa sœur est morte. Les parents, ils commencent un peu à culpabiliser, à ne pas être bien. Donc voilà, le petit monde familial que Mac avait commence un peu à dépérir, clairement. Et puis surtout, Mac, elle commence un peu à être submergée par une envie de vengeance et de comprendre. Et donc elle décide de partir à Dublin pour suivre les traces de sa sœur et essayer de découvrir qui est la personne qui l'a assassinée et pourquoi, et peut-être, et surtout de la venger. Sauf qu'en fait, elle se retrouve embarquée dans un monde sombre auquel elle ne s'attendait pas du tout. Elle va faire la rencontre de créatures horribles, dégueulasses, dangereuses, et en fait elle va risquer sa vie à chaque coin de rue jusqu'au moment où elle va rencontrer Jericho Barons, qui est un libraire, il a une 30aine d'années à peu près, et qui va la prendre un peu sous son aile et qui va lui expliquer en fait qui elle est. Pourquoi est-ce qu'elle voit ces créatures qui en fait sont des fées? Là il y a plein de questions qui vont se poser. Déjà, qui est-elle? Qu'est-ce qu'elle est? D'où elle vient? Qui a tué sa sœur? Pourquoi? Comment? Et surtout, quel est ce fameux objet que tout le monde a l'air de rechercher, qui a l'air super dangereux et que Mac est la seule à pouvoir sentir. C'est un livre introductif, donc il y a beaucoup plus de questions que de réponses, mais ce qui est normal dans un sens. On aura tout ça par la suite, je suppose. Mais j'ai adoré ma lecture. Franchement, c'était incroyable. Il y a énormément de mystères, mais ça donne envie de savoir. Et en même temps, j'avais pas envie d'aller trop vite parce que je savourais vraiment ma lecture. Les personnages sont juste géniaux. J'ai bien aimé le fait que ce soit des personnages adultes et un peu plus de mon âge que des adolescents. J'ai beaucoup plus réussi à m'identifier à eux. Mac, elle me fait rire, elle est juste géniale. Elle a besoin de personne, elle se laisse pas marcher sur les pieds, elle fait ce qu'elle veut, elle est bornée comme pas possible, mais c'est super drôle. Enfin voilà, elle a pas peur, elle a peur, mais en même temps, elle se dit bon bah c'est comme ça, il faut que j'avance, et surtout l'amour qu'elle porte à sa sœur, c'est juste incroyable. Encore une fois,
Enfin, on peut s'identifier quand on a une sœur plus grande ou plus petite. J'ai eu un coup de cœur pour ce personnage et ça m'arrive pas souvent, mais là vraiment Mac dans mon cœur à jamais. Elle rencontre du coup Jericho Barons qui va essayer de l'aider, mais en même temps ce mec-là il est cynique et assez froid. Et en même temps, il a envie de la protéger parce que c'est... Mais on sait pas trop s'il a envie de la protéger parce qu'il tient à elle ou parce qu'elle est importante pour trouver le fameux objet qu'ils cherchent tous. On brasse un peu le chaud et le froid avec lui, mais il est super attachant et très très mystérieux aussi, on sait pas trop ce qu'il est et vraiment En fait, les personnages ils sont incroyables, vraiment j'ai beaucoup aimé. Je me suis vraiment attachée à eux et j'ai juste envie de lire le tome 2 pour les retrouver. La lecture m'a vraiment fait beaucoup de bien, je l'ai trouvée super originale, je l'ai trouvée super rafraîchissante, très prenante. Ce que j'ai aimé c'est qu'il n'y a pas de romance. En tout cas, pour le moment, ça va peut-être arriver par la suite, mais en tout cas, pour le premier tome, il n'y a aucune romance, il n'y a même pas une once d'ambiguïté entre les personnages, et ça fait du bien. Un autre point que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est un peu l'univers qui est vraiment glauque et très sombre et très mature en même temps. Les créatures, c'est des fées, mais elles sont vraiment immondes, dégueulasses. Elles font des choses qui sont juste dégueulasses, vraiment, enfin... Ça m'a dégoûtée. Donc j'ai vraiment adoré, je vous la conseille si vous aimez la Beat et que vous avez envie de lire quelque chose d'un peu différent, d'un peu plus mature. Et vraiment foncez parce que le premier tome, qui est pourtant un tome introductif, m'a complètement plongé dedans. Alors j'ai vraiment hâte de continuer la suite et de voir ce que ça va donner. Enfin, je vais vous présenter le dernier livre de cette update lecture. Il s'agit de Iskari, le tome 2, Le combat des âmes sœurs de Kristen Schikarelli. Je vous avais déjà parlé du tome 1 dans un de mes updates lectures et je vous avais dit que j'avais beaucoup aimé, que c'était limite un coup de cœur. J'avais beaucoup aimé l'originalité, l'univers, etc. Et alors celui-ci, mais je l'ai vraiment préféré au premier tome. Déjà, on ne suit plus les mêmes personnages, donc en fait, on a vraiment le même univers, mais vu différemment, donc c'est plutôt cool. Je peux pas trop vous en dire pour pas vous spoiler le premier tome non plus, parce qu'on a quand même pas mal d'éléments qui reviennent, mais donc voilà, sachez qu'on va suivre donc Roa, qui est la reine des terreuses, qui est un autre clan de l'univers, un peu le clan ennemi esclave du clan de Asha. Et donc Roa va se retrouver mariée à Dax, qui est donc le frère de Asha. Donc ici dans ce tome-là, on va pas retrouver les dragons ou des combats comme on pouvait avoir dans le tome 1. Ici, ce qu'on va avoir surtout, c'est beaucoup de mystères, beaucoup de manipulations. Et surtout un conte très très triste avec celui de la tisseuse du ciel. Mais ça encore, je vais pas trop vous le raconter parce que je veux que vous le découvriez comme moi je l'ai découvert. Donc on a les chapitres et entre chaque chapitre, on a des moments de conte ou alors des flashbacks. Ce qui est intéressant parce que du coup, encore une fois, ça nous met encore plus dans l'histoire. C'est très poétique, je trouve, la manière d'écrire. Et puis les contes, ça donne vraiment un aspect différent. Et ça nous en dit plus, mais de façon subtile, et c'est vraiment super intéressant. J'ai beaucoup aimé ce livre, déjà pour l'univers, mais ça je l'avais déjà aimé dans le premier tome. Et alors Roa, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Je trouve que c'est un personnage très attachant, très chouette aussi. Même si parfois elle peut être un peu énervante et un peu bornée, mais j'aime bien les personnages bornés, je pense. Certaines de ses réactions peuvent paraître immatures, mais en même temps on peut la comprendre parce qu'elle a vécu quelque chose d'assez horrible et elle essaye de vivre avec ça. Et en même temps, elle essaye aussi de sauver son peuple et elle se rend compte qu'elle peut avoir fait des erreurs et elle a peur en fait de décevoir son peuple, de décevoir sa famille. Elle a envie que ça avance et que ça change. Enfin voilà, on trouve vraiment un personnage assez torturé dans ses choix et dans ses décisions et en même temps qui avance et qui essaie quand même de faire le bien. Alors forcément elle fait des erreurs, mais comme toute personne. Contrairement à Dax, lui, dans le premier tome, on le voit de façon assez secondaire. Ici, clairement, c'est un des personnages principaux et je l'ai bien aimé, même si parfois il nous laisse un peu perplexe parce qu'on sait pas trop où il se situe. Il brasse vraiment beaucoup le chaud et le froid avec Roa et avec nous aussi. On sait pas trop comment il est. Est-ce qu'il est vraiment insupportable ou est-ce qu'il joue un rôle? Voilà, c'est assez spécial. Mais il est vraiment super intéressant. En fait, c'est ça qui le rend intéressant, c'est de pas savoir sur quel pied danser avec lui. L'intrigue aussi, elle est vraiment chouette. On sait pas trop où l'autrice va nous mener. Et puis, forcément, au fur et à mesure, surtout grâce aux contes, en fait, dont je vous parlais, et les flashbacks qu'on a. Au fur et à mesure de notre lecture, on en apprend plus. Et du coup, les liens se font et on se dit « Ah oui, d'accord, c'est ça. On comprend mieux pourquoi est-ce que nanana ». Voilà, donc c'est super intéressant, j'aime beaucoup cette façon de faire et vraiment c'est un univers dingue. C'était une très bonne lecture, c'était pas un coup de cœur encore.
encore. Mais je l'ai quand même préféré au tome 1. J'adore cette saga et j'ai vraiment hâte de lire le tome 3 quand il sortira. Voilà, j'en ai terminé du coup avec cette vidéo. N'hésitez pas aussi à me commenter les livres que vous avez lus jusque maintenant, si vous avez lu des livres que je vous ai présentés, si vous avez envie de les lire, etc. Enfin bref, comme d'habitude, n'hésitez pas à échanger. Un petit pouce bleu et abonnez-vous si vous avez aimé et si vous voulez continuer à suivre mes aventures livresques. Je vous souhaite de passer de bonnes lectures. On se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure. Et en attendant, portez-vous bien!